Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nouvel exercice des cols du lundi. Les exercices qui vont traiter du théorème du moment cinétique et de solide en rotation autour d'un axe fixe. Donc on va commencer par un exercice ici qui va traiter de la mesure du champ de pesanteur et de la sensibilité de cette mesure. Alors, dans l'énoncé, qu'est-ce qu'on nous décrit? On nous décrit un système composé d'une tige métallique homogène, de masse m, longueur L, moment d'inertie J qui vaut m L au carré sur 3, donné dans l'énoncé, par rapport à son axe de rotation. Donc ici, l'énoncé nous amène à l'idée que l'axe de rotation, c'est directement l'axe des Y qui est situé comme ceci. Et on situe l'axe des Z ici. Donc, assez naturellement, pour utiliser une base orthonormée directe, on va avoir l'axe des X présent ici. Alors, la tige métallique va être fixée par une liaison pivot parfaite à un support immobile et subit un couple de torsion défini par gamma qui vaut moins cθ avec ses constantes de torsion et θ, l'angle entre la tige et la verticale définie ici par Z. Alors, si on veut mettre en équation le mouvement de la tige, eh bien, ce qu'on va devoir faire au départ, c'est une étude un petit peu systématique du système, donc la tige. Donc la tige va avoir un centre d'inertie G, donc la tige étant homogène, G sera situé en plein milieu, une masse M, et un moment d'inertie J qui vaudra par rapport à l'axe de rotation, M L au carré sur 3. Le référentiel d'étude. Alors le référentiel utilisé ici sera le référentiel terrestre supposé galiléen, assez naturellement. Et si on fait un bilan des actions mécaniques extérieures qui s'exercent sur le système, donc ici on élargit un petit peu le moment des forces, enfin le bilan des forces, parce que les moments ne sont pas des forces, sont des nouvelles grandeurs, donc on va parler d'actions mécaniques pour faire un bilan à la fois des forces et des moments. Donc la première force à laquelle on pense, c'est le poids. Le poids qui s'exerce au niveau du centre de gravité, donc à une distance L sur 2 du point d'attache. Ici, comme on a un angle θ, eh bien, on a envie de définir très rapidement ER et Eθ comme ceci. Et donc, on va avoir, eh bien, en bilan des actions mécaniques extérieures, le poids qui va s'exercer, donc qui vaudra mg, et mg, eh bien, ça va nous donner un moment par rapport à l'axe OY du poids qui vaudra mg fois le bras de levier de la force. Le bras de levier de la force, on va le déterminer ici. Il vaudra L sur 2 sinus θ. Ensuite, en plus du poids, on va avoir le couple de torsion qui s'exerce. Alors le couple de torsion, on sait qu'on va avoir une résultante nulle, par définition de ce qu'est un couple. Donc on sait que ces forces vont s'exercer au niveau de l'axe, et on va avoir moins C fois θ ici. Et enfin, pour finir, au niveau de la liaison pivot, on va avoir les réactions de la liaison pivot qui s'exerce, réaction normale, donc réaction de contact au niveau de la liaison pivot, R. Et donc ici, ça va être tel que le moment par rapport à l'axe OY de rotation des réactions va être nul. Alors ceci vient très rapidement du fait que la liaison pivot est supposée parfaite, comme on le voit dans l'énoncé. Donc à partir de là, eh bien, on peut appliquer le théorème du moment cinétique. Alors ici, on va l'appliquer par rapport à l'axe OY qui est l'axe de rotation. Et donc on va avoir la dérivée
par rapport au temps du moment cinétique du solide, qui va être égal à la somme des moments par rapport à l'axe OY des forces FI. Donc au final, on va obtenir mg L sur 2 sinus θ moins C fois θ. Alors Ly, on sait qu'on a affaire à un solide, donc ce sera directement le moment d'inertie, J, fois θ point, soit ici m fois L carré sur 3, d'après l'énoncé, fois θ point. Donc en combinant le théorème du moment cinétique et la définition du moment cinétique, eh bien on va obtenir l'équation différentielle du mouvement. Donc l'équation différentielle du mouvement ici, eh bien ça va être m L carré sur 3 θ point point, on dérive une fois le moment cinétique par rapport au temps, égale mg L sur 2 sinus θ moins C, facteur de θ. Alors, ici, une chose déjà, telle quelle, cette équation ne peut pas être résolue. Donc si on veut pouvoir résoudre l'équation, l'énoncé nous pousse dans la direction d'un mouvement oscillant, donc on va supposer qu'on se trouve dans le cadre de l'approximation des petits angles. Donc l'approximation des petits angles, va nous dire que sinus θ vaut environ θ, ce qui revient à faire un développement limité à l'ordre 1 de la fonction sinus. Donc, grâce à l'approximation des petits angles, on va obtenir l'équation différentielle du mouvement, θ point point. Alors ici, je vais diviser par ml carré sur 3 directement, plus C moins mgl sur 2 le tout divisé par, alors je multiplie par 3 ici, par ml carré fois θ égale 0. Donc là, j'ai obtenu l'équation différentielle du mouvement. Alors, on va essayer de commenter cette équation qui n'est pas a priori complètement évidente au niveau du comportement. Alors, on nous dit qu'il y a oscillation, d'accord. Pour qu'il y ait oscillation, ça veut dire qu'il faut que cette équation se comporte comme une équation d'oscillateur harmonique. Alors ici, pourquoi je parle directement d'oscillateur harmonique? Parce qu'on voit qu'il n'y a pas de terme en dérivée première associé à un amortissement. Alors, sous quelles conditions est-ce que cette équation est une équation d'oscillateur harmonique? Eh bien ici, on va se pencher sur l'équation caractéristique. L'équation caractéristique de cette équation va nous dire que R au carré plus 3C sur ml carré moins 2G, enfin moins G, là il y a 3, moins 3 demi de G sur L égale 0. Alors, on rappelle que le sens de l'équation caractéristique, c'est que l'on cherche des solutions de la forme suivante, des solutions qui, au temps, associent une constante fois exponentielle RT. Donc si les racines sont des réels positifs ou négatifs, ça signifie que les solutions sont de forme exponentielle. Si les racines sont imaginaires pures, ça signifie qu'on a des solutions oscillantes. Si les racines ont une partie réelle et une partie imaginaire, on va avoir des exponentielles qui multiplient des solutions oscillantes. Pour déterminer la forme des solutions, donc on va se servir de l'équation caractéristique précédente et on va obtenir que R carré vaut 3 demi
de G sur L moins 3C sur ml carré. Donc là, deux possibilités. Soit R carré est supérieur à 0. Si R carré est supérieur à 0, ça signifie que G sur 2L est supérieur à C sur ml carré. À ce moment-là, R va appartenir à l'ensemble des réels et on aura des solutions de forme exponentielle. Alors, ici, est-ce que c'est ce type de solution que l'on cherche? On nous dit au début qu'on cherche des oscillations. Si on cherche des oscillations, on veut éliminer les solutions de forme exponentielle. En effet, ici, on voit que les racines envisageables, R plus moins, vont donner soit plus, soit moins, racine de 3G sur 2L, moins 3C sur ml carré. Donc là, on va constater que l'une des solutions notamment, celle associée à la racine positive, va tendre vers plus l'infini. Alors ça, qu'est-ce que ça va signifier? Ça va signifier que le poids l'emporte sur le couple de rappel. Donc le couple de rappel du système n'est pas suffisant pour forcer les oscillations et pour vaincre le poids. Donc si on revient sur le schéma précédent, eh bien en gros, le poids va faire tomber la tige et la tige va s'écarter indéfiniment de cette position d'équilibre haute qui devient instable. En effet, la position d'équilibre haute n'est stable que si le couple de torsion est suffisamment fort pour vaincre l'influence du poids et empêcher la tige de s'écarter trop loin de la position verticale haute. Donc là, on élimine directement ce type de solution, c'est-à-dire que ce critère ne doit jamais être vérifié. Nous, ce que l'on veut ici, c'est des solutions oscillantes. Donc on veut R carré inférieur à 0. R carré inférieur à 0, ce qui nous fait G sur 2L inférieur à C sur ml carré. À ce moment-là, on va avoir R qui appartient à l'ensemble des imaginaires purs. Et on va avoir des solutions qui vont être des solutions oscillantes. Donc le couple de rappel aura une valeur suffisante pour vaincre le poids et pour ramener la tige dans sa position verticale haute. Donc à ce moment-là, on va identifier directement les deux racines, plus, moins, comme étant égales à plus ou moins J fois racine de 3C sur ml carré moins 3G sur 2L. À ce moment-là, on sait que, une fois que ce critère d'oscillation est vérifié, eh bien, on a une équation de type oscillateur harmonique, θ point point, plus oméga 0 carré θ égale 0, avec oméga 0 au carré, défini comme 3C sur ml carré, moins G, 3G sur 2L. Alors, on vérifie ici les dimensions. On sait que C fois θ est un couple, donc une force fois une longueur. Donc, dimension de C, c'est dimension d'une force fois une longueur. Donc ici, c'est une masse fois une longueur divisé par un temps au carré fois une longueur. Donc ml carré t-2. On divise ml carré t-2 par ml carré. Il nous reste donc t-2, homogène à oméga 0 carré. G sur L. Eh bien, on sait qu'on a une accélération sur une longueur. Donc L t-2 sur L, il nous reste t-2.
Donc les deux termes ont bien la dimension d'une pulsation au carré. Alors, maintenant qu'on a vérifié ceci, on sait que si l'on se place dans le cadre de l'approximation des petits angles et que l'on a un couple de rappel suffisant pour que des oscillations se mettent en place, eh bien, on va avoir ici une mesure de G qui va pouvoir être obtenue à partir de la mesure de la période. On sait que la période propre de l'oscillateur harmonique est définie à partir de la pulsation de cet oscillateur par T0 carré, on va laisser au carré pour alléger le calcul, qui vaudra 4pi au carré sur oméga 0 au carré. Or, on sait que oméga 0 au carré vaut 3c sur ml carré moins 3g sur 2l. Donc, on peut ici utiliser le fait que 4pi carré sur 3 facteur de 1 sur c sur ml carré moins g sur 2l. Ceci nous donne le lien entre la période et g. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit instantanément? On voit que si on connaît T0, on va réussir à trouver g en connaissant le couple de torsion, en connaissant la masse et la longueur du pendule. Donc là, on a mis en évidence que le fait que la connaissance de la période permet de trouver la valeur de G. Donc la mesure de la valeur de G est possible ici. Et donc on voit une chose, eh bien on voit que si G augmente localement, eh bien dans la mesure où ce dénominateur est censé rester positif, on va avoir T0 qui augmente également. Et on voit même un petit peu plus loin que si le terme qui est ici tend vers 0, alors on sait que ce critère-là est toujours vérifié, C sur ml carré supérieur à G sur 2L. Et tant que ce critère est vérifié, eh bien si la différence ici tend vers 0, plus, alors T0 va tendre vers plus l'infini. Donc là, on voit qu'on a un système qui va être relativement sensible aux variations de champ de pesanteur, à condition de bien choisir les caractéristiques du pendule que l'on a ici. Alors, là, l'exo de Cole classique simple, entre guillemets, est fini. On a discuté physiquement, on est resté dans le cadre du programme, on a finalement extrait la physique de l'exercice. Alors derrière, plusieurs questions pourraient être posées. Une première question serait, pourquoi est-ce qu'on n'a pas choisi un cas plus simple, où on place le pendule en position basse, et on le fait osciller autour de la position d'équilibre stable vis-à-vis du poids? Eh bien, en réalité, si on avait choisi cette configuration-là, on aurait changé le signe moins qui est ici en signe plus, et donc on aurait perdu la possibilité que les solutions soient exponentielles. Et on aurait perdu aussi beaucoup de sensibilité sur la mesure de G. Donc la mesure de G serait restée possible, mais on aurait tellement perdu en sensibilité que le dispositif proposé aurait alors été beaucoup moins intéressant. Alors maintenant, on va s'intéresser, en débordant un petit peu du cadre du programme de première année, à la sensibilité sur la mesure de G. Et là, on va s'intéresser à une notion, la notion de différentiel logarithmique. Alors, on va discuter ici de la sensibilité de la mesure de G en partant du lien entre T0 et G. Alors, on sait que T0 au carré vaut 4pi carré sur 3 fois 1 sur C sur ml carré moins G sur 2L. Ok, on reprend cette formule.
Et on va essayer maintenant. Donc ici, on a dit T0 carré au 4pi carré sur 3, facteur de 1 sur C sur ml carré moins G sur 2L. Alors, on a cette relation, et nous, ce qu'on voudrait, c'est comparer delta T0 sur T0, donc ici la variation relative de la période, à delta G sur G, une variation relative du champ de pesanteur G. Idéalement, si l'appareil est performant, je veux que la variation relative de la période, delta T0 sur T0, soit supérieure à la variation relative de G. C'est-à-dire que, finalement, un impact minime sur la valeur de... Une variation minime du champ de pesanteur en relatif donne une variation beaucoup plus importante de la période d'oscillation. Alors, pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser une technique que vous allez croiser plus en deuxième année, mais que je vais vous présenter ici. Une technique appelée différentiel logarithmique. Donc, quelle va être l'idée? Ça va être de passer au log l'expression qui est ici, et ensuite de différencier l'expression. Alors, ln de t0 carré nous donnera 2 ln de t0, qui vaudra ln de 4pi au carré sur 3, une constante, moins ln de c sur ml carré, moins g sur 2l. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dériver cette expression par rapport à t0. Alors, en dérivant par rapport à t0, qu'est-ce que je veux obtenir ici? Eh bien, je veux obtenir 2 sur t0 2 sur t0 qui vaudra dérivé par rapport à t0 d'une constante, ça saute, dérivé par rapport à t0 de ceci, eh bien ça vaudra moins d sur dt0 de c sur de ln de c sur ml carré moins g sur 2l. Alors, maintenant j'utilise un résultat facilement utilisable en physique. J'utilise le fait que la dérivée de cette fonction par rapport à t0, c'est aussi dj sur dt0 fois dérivée sur dj par rapport à g de ln de c sur ml carré moins g sur 2l. Je passe dt0 de l'autre côté, je garde dj ici, avec un petit peu de chance, je ferai apparaître une variation relative. Alors, on avance un petit peu dans le calcul. Je laisse dj sur dt0. Et ici, dérivé par rapport à g de ln de c sur ml carré moins g sur 2l, eh bien, on voit que ça va me donner moins 1 sur 2l fois la dérivée de cette fonction.
Donc ici, 1 sur l'argument du ln. Donc au final, j'obtiens moins dj sur d de t0 fois moins 1 sur 2l fois 1 sur c sur ml carré moins g sur 2l. Je sais qu'en physique, la dérivée n'est pas bloquée entre guillemets par un passage à la limite. Le d de t0 qui est là est donc une quantité finie, infiniment petite, que je vais pouvoir basculer de l'autre côté. Donc, en faisant ceci, je vais finir par obtenir que 2 d de t0 sur t0 vaut moins 1 sur 2l, donc vaudra 1 sur 2l, fois dj sur c sur ml carré. Moins g sur 2l. Alors, ici, je voudrais idéalement faire apparaître les variations relatives delta g sur g et delta t0 sur t0, ou ici dj sur g et dt0 sur t0. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais factoriser par g le dénominateur qui est ici. Je vais obtenir dj sur g. Je simplifie par 2 ici directement, hop, pour obtenir un 4 ici, hop. Voilà, donc j'obtiens 4 là. dj sur g, facteur de 1 sur 4L, facteur de C sur G ml carré, moins 1 sur 2L. Donc, en factorisant le tout, je vais finir par obtenir d de t0 sur t0, qui vaudra dj sur g, facteur de 1 sur 2 fois c. Alors là, j'ai factorisé, vous voyez, j'ai distribué ici, donc 2c sur mgl, moins, et ici, hop, je distribue L, donc je vais avoir 2, je vais avoir 1 ici. Pardon. Alors, au final, qu'est-ce que j'ai obtenu? Avec ceci, j'ai obtenu que delta t0 sur t0, donc une petite variation de t0 sur la valeur de t0 elle-même, vaut une variation de g sur la valeur de g fois ce facteur-là, que je vais appeler alpha. Donc là, j'ai bien réussi à relier les variations relatives de la période, donc de t0, et les variations relatives du champ de pesanteur G. Le coefficient alpha qui est ici, si je l'analyse, eh bien je constate une chose. Je constate que tant que 2C sur MGL est supérieur à 1, alpha est supérieur à 0. Si je vais un petit peu plus loin,
Donc là, on sait que ce critère-là, finalement, c'est le critère pour observer des oscillations. Et si je vais un petit peu plus loin, je constate que si 2C sur MGL tend vers 1, alors on va dire tend vers 1 plus, et bien à ce moment-là, le dénominateur va tendre vers 0, donc alpha va tendre vers plus l'infini. Alors qu'est-ce que ça va signifier ceci? Ça va signifier que si le coefficient 2C sur MGL tend vers 1, donc c'est-à-dire que les influences du couple de rappel pour un angle de 1 radian et du poids et du moment du poids sont comparables, eh bien à ce moment-là, je vais avoir une influence énorme d'une toute petite variation du champ de pesanteur sur la valeur de la période. Parce que là, vous voyez l'idée. Ici, je peux avoir une variation finie. Disons par exemple 1%. Si le coefficient alpha ici vaut 1000, imaginons, voilà, on va prendre un exemple, 1% ici. Si le coefficient alpha vaut 1000, eh bien ça me fait une variation relative de la période de 10. Donc, si alpha est énorme, une toute petite variation du champ de pesanteur va me donner une variation énorme de la période des oscillations. Et donc je vais avoir un système qui va être extrêmement sensible aux toutes petites variations du champ de pesanteur. Et donc un système très performant pour mesurer ces toutes petites variations. Ceci conclut un premier exercice de colle sur les mouvements de rotation de solides autour d'un axe fixe. Donc le début très classique, application du théorème du moment cinétique appliqué à un solide en rotation autour d'un axe fixe. La fin beaucoup moins classique qui fait intervenir ce qu'on appelle la différentielle logarithmique. Alors je rappelle l'idée de la méthode. Eh bien, l'idée de la méthode ici, ça va être 1 de passer au ln. 2 de dériver. Et 3 faire apparaître la dérivation par rapport aux variables qui nous intéressent. Donc T0 d'un côté, G de l'autre ici. Alors, dans le cas où on a plus de 2 variables, vous allez voir l'année prochaine une méthode un petit peu plus générale pour faire ce type de calcul. Donc, ici, je vais vous dire que cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et je vais vous dire la suite au prochain épisode.